amis. Voilà la genèse, hein. Donc, je tiens à remercier, avant de passer la parole, je tiens à remercier évidemment Monsieur Karl Bourgneau qui s'est beaucoup impliqué pour que, effectivement, l'Europe ait lieu. Et évidemment, par avance, les deux intervenants, donc Madame Dor et Monsieur Nicole, qui vont nous éclairer sur l'économie sociale et solidaire dans son rapport ou dans sa dimension européenne. Voilà. Et je nous souhaite une bonne visioconférence. Merci pour ce mot. Alors, je passe aussitôt le bâton de parole. Alors, c'est l'heure du repas, donc on va essayer quand même de tenir les timings à fond. Là. Je vais pas vous stresser avec ça. Mais, donc, je passe la parole à Didier Delanis, donc, qui est le président de la Maison de l'Europe du Lot-et-Garonne, qui est partenaire de ce temps. Voilà, donc notre ami Limousin a présenté la genèse du projet, donc je ne vais pas y revenir. Évidemment, nous avons accepté d'être associés à cela, d'abord parce que la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne a un attachement particulier à la CRES, puisqu'elle en est adhérente. Nous considérons qu'il s'agit là d'un engagement majeur que beaucoup d'associations devraient avoir, parce qu'en fait, cette économie sociale et solidaire représente énormément d'emplois dans la Nouvelle-Aquitaine et par ailleurs, sa vocation à fédérer, à créer du lien entre nos associations, à se battre pour que nos associations soient reconnues, notamment au sein du Césaire, où je siège avec des représentants de la CRES, me paraît essentiel. Et donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté d'être associé à cette affaire-là, de manière fort modeste au demeurant, mais il nous a paru naturel et important d'accepter cela. Et merci à la Maison de l'Europe du Limousin, évidemment, et merci à Karl et à ses collègues de nous avoir permis cela. Voilà, je m'arrête là car je crois qu'il est important de laisser la parole au débat. Notre Maison de l'Europe est par ailleurs un centre de formation agréé au niveau linguistique et un centre d'information Europe Direct. Merci. Et au passage, bonjour à toutes et à tous, puisque je ne l'ai pas dit au début. Merci beaucoup. Du coup, juste préciser aussi, je continue dans les détails techniques, il y a un certain nombre de ressources qui seront évoquées, ou pour lesquelles on fera référence. À l'issue de la réunion, on vous communiquera le lien de la visio si vous souhaitez la revisionner. Et puis également, c'est des liens vers ces documents et ces ressources. Donc voilà, n'hésitez pas, enfin, s'il y a des choses qu'on oublie, n'hésitez pas à nous signaler à ce moment-là. Voilà, et alors je vais passer la parole maintenant aux intervenants. Donc Alain Détol, qui est secrétaire de la CRES Nouvelle-Aquitaine, et Morgane Dor, qui est auteur notamment d'une étude sur les tiers secteurs, le tiers secteur en Europe. Et je vais laisser la main à mon collègue Florian, qui a son écran aussi allumé, pour assurer la prise de parole. Donc Florian, à toi de jouer. Bonjour à toutes et à tous, donc Florian Barès, je suis le collègue de Karl et moi je suis en charge sur la CRES de tout ce qui est éducation et formation. Donc mon rôle ça va être de poser des questions. Et donc avant de poser ces questions, je vais proposer à Alain et à Morgane rapidement deux mots de se présenter. Alain, si tu veux commencer. Oui, bonjour. Merci à toutes et tous d'être présents à cette réunion. Et merci aux Maisons de l'Europe de l'avoir organisée. Moi, je m'appelle donc Alain Détol. Je suis actuellement secrétaire du bureau de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Nouvelle-Aquitaine. J'y suis donc au titre d'une SCOP qui s'appelle La Navette, et qui est une SCOP de communication qui est installée à Faux-la-Montagne dans la Creuse. Et j'y suis non pas en tant que travailleur, mais en tant que coopérateur, puisque maintenant je suis à la retraite et que j'exerce différentes autres
mission bénévole dans différentes associations et je suis aussi dans le conseil municipal de la commune de Faux-la-Montagne. Voilà pour ma présentation. Merci Alain pour cette présentation rapide. Morgane, s'il te plaît. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Morgane Dor et j'ai été contactée par la CRES Nouvelle-Aquitaine et la Maison de l'Europe, que je remercie aujourd'hui pour vous parler de l'économie sociale et solidaire et plus spécifiquement du tiers secteur et des modèles du tiers secteur qui existent aujourd'hui en Europe, de leur histoire, de leur définition, de leur contour. Et je vais essayer d'être la plus synthétique possible. Et puis voilà, on vous renverra vers des études, vers des liens, des articles et plein de choses pour approfondir ce débat. Et voilà, encore merci d'être là. Et nous avons le chat aussi à côté. Donc effectivement, si entre-temps vous avez des questions, des remarques, surtout n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas sur les questions, puisque mon collègue Karl va tenir le secrétariat. Il y aura un temps où on répondra à ces questions en fin d'intervention. Après ces présentations, je vous propose pour poser la première question à Alain. Alain, pour toi, peux-tu nous donner la définition française de l'économie sociale et solidaire pour nous expliquer en gros en quoi elles sont ces entreprises elles ont un modèle différent des entreprises dites dominantes et en quoi ce ne sont pas des structures dites capitalistes. Voilà. Merci. Donc, oui, c'est vrai que l'économie sociale et solidaire en France est constituée de structures qui sont d'origine très différentes. Hein. Et puis, en plus, parler d'économie alors que pour une grande part, les structures de l'économie sociale et solidaire, on pourrait plutôt parler d'activité, parce que pour beaucoup d'entre elles, ce n'est pas directement de l'économie au sens traditionnel, mais c'est une activité humaine qui a une partie de cette activité qui est sous forme d'économie traditionnelle. Je pense évidemment au monde associatif quand je dis ça, essentiellement. Pour autant, l'ensemble de ces structures se retrouvent autour d'une définition commune. Donc, je reprends la définition telle qu'elle est présentée d'ailleurs sur le site de la CRES Nouvelle-Aquitaine. L'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre regroupant des organisations et des entreprises qui prônent une autre économie basée sur des valeurs et un mode de gouvernance spécifique. Alors, les principes qui les regroupent, c'est une gestion démocratique du projet, la libre adhésion des personnes qui veulent participer à ce projet, l'utilité collective et sociale du projet défini ensemble, la solidarité et le projet collectif. Les personnes et le projet collectif priment sur le capital et la recherche de profit, la mixité et l'hybridation des ressources pour poursuivre leurs objectifs de production de bénéfices collectifs. Les entreprises de l'ESS hybrident différents types de ressources, soit des ressources propres, soit des ressources venant des pouvoirs publics. Et puis, une juste répartition des excédents. Donc, les excédents étant répartis entre les personnes qui produisent pour les scopes, par exemple, mais qui étant essentiellement pour l'ensemble des structures pris dans les fonds propres de l'association et n'étant pas... Là, il y a du Larsen sur ton micro. Ah, désolé. Et Là, ton micro est éteint.
Est-ce que ça marche? Ça a l'air d'être mieux là. Est-ce que le niveau du son, puisqu'il y a un problème aussi, certains t'entendaient faiblement. Moi, est-ce que vous l'entendez mieux ou pas? Ah, vas-y, Alain, continue. Désolé pour cette interruption. Quand il parle face à la caméra, on l'entend mieux. Ouais, Alain, ouais, si tu peux parler face à la caméra, s'il te plaît. Désolé pour. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir quand même de l'ensemble des structures, c'est que ce sont des, des- les structures de l'économie sociale sont des structures de personnes qui se sont regroupées autour de projets qui s'inscrivent dans une démarche de, de critique, en fait, ou de volonté d'améliorer le fonctionnement social de l'ensemble. Et elle se distingue en ça de l'économie capitaliste, qui, elle, est basée essentiellement sur le fait de produire des dividendes, de produire des profits pour les investisseurs. Les investisseurs, dans le cadre de l'économie sociale en général, ne recherchent pas les profits et ne peuvent pas en trouver. L'ensemble des excédents resteront au sein de la structure, ce qui n'empêche pas de rétribuer les salariés, bien entendu, qui vont travailler dans ces structures, bien sûr. Les investisseurs ne se retrouveront pas, ne bénéficieront pas de distribution de dividendes. Et c'est ce qui distingue essentiellement l'économie sociale de l'économie capitaliste, avec les éléments que je citais plus haut, c'est-à-dire aussi le fait que ce sont l'ensemble des parties prenantes, en théorie, hein, parce qu'après il y a la mise en la réalité qui peut amener un certain nombre de nuances, mais sur la gouvernance des projets d'économie sociale est une gouvernance démocratique. Voilà, en deux mots, ce que je peux dire sur la définition française de l'économie sociale. Merci Alain pour ces précisions. Maintenant, ma seconde question est pour Morgane. Est-ce que cette définition française de l'ESS est-elle la même en Europe? Eh bien, alors, elle n'est pas la même dans le sens où, on va le voir un peu dans la présentation, la diversité en fait des organisations de l'économie sociale, elle est énorme au niveau européen. C'est-à-dire que la manière dont on est structuré en France, aujourd'hui, donc c'est l'économie sociale et l'économie solidaire qui ont été regroupées ensemble au sein de la loi de 2014 en France. En fait, ça correspond à une histoire et à des besoins et à une structuration qui est très, très hétérogène en fonction des pays. Alors, je vous ai repris une définition qui a un peu été faite au niveau européen. En fait, au sens large, le concept d'économie sociale, il va englober non seulement les secteurs du bénévolat, des organismes de bienfaisance ou à but non lucratif, mais aussi donc les coopératives et les mutuelles qui agissent dans et pour le marché. Étant donné que de nombreuses coopératives et mutuelles sont devenues de très grandes institutions commerciales, le concept d'économie sociale, de plus en plus, en fait, il va estomper la ligne de démarcation entre des entités marchandes à but lucratif et des entités à but non lucratif et non distributives qui sont au centre de nombreuses conceptions plutôt nord-européennes et anglo-saxonnes de ce qui constitue le cœur là du tiers secteur. Donc en fait, c'est là où c'est assez complexe, c'est que finalement, vous avez aujourd'hui plusieurs définitions qui vont correspondre à la réalité de la manière dont ça a été structuré dans les différents pays. Moi, dans mon étude, j'ai plutôt parlé du tiers secteur, c'est-à-dire ce qui n'est ni l'État ni le marché. Donc, c'est quelque chose de très large, mais aujourd'hui, vous savez qu'au niveau des concepts, on a des modes, ou en tout cas, on a des évolutions. Et aujourd'hui, on a parlé pendant très longtemps de tiers secteur.
qui était plutôt focusé sur le modèle associatif tel qu'on le connaît, même si notre modèle loi 1901, il est très franco-français ou on va dire franco-belge, puisque les Belges ont des modèles assez similaires. Mais aujourd'hui, on parle plutôt, et notamment, j'y reviendrai, au niveau des institutions européennes, d'économie sociale, voire d'entrepreneuriat social. Par exemple, au niveau européen, on parle très peu d'économie solidaire. Donc voilà, les termes aujourd'hui sont au niveau européen très complexes et très hétérogènes. Et pour ça, je vous renverrai en fait à un tableau où j'ai essayé de synthétiser les différents termes et plutôt de les regrouper par pays pour essayer de voir un petit peu ce que ça recouvre. Parce que les définitions, pour certaines, se superposent, d'autres pas totalement. Donc voilà, mais on va dire que globalement, ça regroupe un peu tout ça, c'est-à-dire on va dire nos familles traditionnelles de l'économie sociale, les associations, les fondations, les coopératives et les mutuelles, et puis ce qu'on appelle les entreprises sociales, où là c'est beaucoup plus large et où on va avoir des entreprises à modèle plutôt classique, mais qui vont avoir une action dont certaines activités vont pouvoir se recouper avec ce que font les organisations de l'économie sociale et solidaire. Et puis, vous donner simplement, très concrètement, en fait, des exemples aussi, puisque vous pouvez aller voir, il y a pas mal de choses qui ont été faites sur notamment les coopératives sociales italiennes, qui, elles, sont développées justement dans l'étude que j'ai pu mener avec d'autres chercheurs sur justement le tiers secteur en Europe. Et notamment un exemple pour justement vous montrer cette hétérogénéité ou même cette complexité. Il y a en Roumanie, par exemple, des caisses d'entraide réciproque. Donc, c'est vraiment des organisations qui sont entre des modèles de banques coopératives, de caisses d'allocation, d'associations médico-sociales et socioculturelles et de mutuelles de soins et d'assurance. C'est-à-dire qu'elles remplissent toutes ces fonctions-là. Elles ont vraiment un rôle très important sur les territoires. Elles sont beaucoup développées en Roumanie. Et elles s'inscrivent un peu dans le courant des sociétés de secours mutuelles françaises. Et elles ont préfiguré, en fait, dès 1951, un système communautaire de protection sociale. Leur modèle, il va vraiment reposer sur la double qualité des membres en tant qu'allocataires et en tant que clients, et sur une gouvernance démocratique. Donc là, on voit bien qu'on a un modèle qui ne correspond pas à celui en France, qui en chevauche plusieurs, mais qui est vraiment dans les caractéristiques de l'économie sociale, c'est-à-dire il y a eu un besoin de proximité, des gens qui avaient besoin de se mettre ensemble autour d'un objet social et qui ont décidé de penser une organisation démocratique et donc une gouvernance relativement horizontale et un modèle économique et social qui correspond justement aux besoins de couvrir ces besoins-là qui ne sont pas ou peu pourvus par l'État et qui s'inscrivent en fait en complémentarité avec ce que peut aujourd'hui proposer l'État. Voilà, pour cette première question en tout cas. Merci pour cette réponse exhaustive. Ma seconde question est Alain. Est-ce qu'Alain, tu as pu te reconnecter? Alain. Ouais. Est-ce que tu m'entends là? Je t'entends. Moi, je t'entends bien. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Du coup, si tu le veux bien, je vais te poser notre seconde question. Quel est le poids de l'économie sociale et solidaire dans nos vies et notre économie? Alors, en termes de chiffres, l'économie sociale et solidaire en France, ça représente environ 10% de l'emploi français global et 14% de l'emploi privé. Et ça représente 2 370 000 salariés à l'heure actuelle dans 221 325 établissements. Là, on parle de l'économie sociale, celle qui emploie des salariés. Mais à cette économie sociale, il faut aussi tenir compte de l'ensemble des associations qui sont estimées actuellement à 1 500 000 associations, qui elles, alors sur les 2 370
370 000 salariés que j'évoquais tout à l'heure, les associations emploient à elles seules 1 850 000 salariés. C'est dire de toute façon déjà le poids des associations dans l'ensemble de l'économie sociale en France. Et puis surtout, et c'est ça qui est peut-être le plus important, c'est qu'il faut y rajouter les 22 millions de Français qui bénévoles actifs dans les associations. C'est là où on voit le poids global de l'ensemble de l'économie sociale en France, qui a une partie importante, évidemment, dans l'économie monétaire, disons, bien sûr, mais qui a une partie encore plus importante dans l'ensemble de l'activité humaine de la nation. C'est pour ça que rapporter l'activité de l'économie sociale au seul PIB, par exemple, n'est pas forcément pertinent dans la mesure où tout ce qui concerne et ce qui relève de l'activité bénévole au sein de l'économie sociale ne va pas être prise en compte dans les calculs qui vont être faits, bien entendu. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on est quand même dans un système, quand on parle d'économie sociale et solidaire, qui, même si le mot économie est très présent, puisque c'est le premier mot, les mots social et solidaire sont aussi très importants quand on parle d'économie sociale et solidaire, parce que c'est le paysage global de l'économie sociale et solidaire en tant qu'outil d'action sur la société qui est en jeu là, dans cette perspective. Donc, c'est aussi d'ailleurs un des axes et une des valeurs de cette économie sociale et solidaire que de refuser de se situer dans une logique strictement économique, mais bien, et c'est ce qu'on disait quand on parlait de la définition, de situer en tant que transformateur de la société, soit améliorateur pour certaines des structures qui souhaitent simplement pallier les dysfonctionnements qui peuvent naître du fonctionnement traditionnel capitaliste de la société, capitaliste dans le sens de société à capitaux. Mais pour une autre part des entreprises de l'ESS, il s'agit pas simplement d'accompagner ou de réparer, mais bien aussi une volonté de transformer la société ou de proposer un modèle alternatif d'organisation de la société, d'organisation de sa production, mais aussi d'une organisation plus globale de la société. Et c'est en ça que l'ensemble de l'économie sociale représente en France quelque chose. Alors là, je laisse à Morgane le soin de nous dire si c'est la même chose dans les autres pays européens. Alors du coup, je vais essayer de vous dresser en tout cas un portrait à grande ligne de ce qu'il peut y avoir. Peut-être les grandes étapes de l'histoire un peu du tiers secteur, de comprendre pourquoi on en est là et puis est-ce qu'il y a une spécificité française. Alors, je ne vais pas aller très loin dans le teasing. Oui, bien sûr qu'on a un modèle français particulier, qui n'est pas mieux ou moins bien que les autres. On a une économie sociale et solidaire, non seulement qui est très développée, même si elle va être aussi développée dans plein d'autres pays européens, mais surtout, elle est reconnue. Après, comme le disait Alain, elle n'est pas beaucoup reconnue et certainement pas assez reconnue. Et c'est ce que j'essaye de montrer dans mon étude, dans les notions en fait, dans ces ressources réciprocitaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles participent, vous avez les notions d'économie redistributive, donc là, on a vraiment, c'est essentiellement assuré par l'État. Et puis, vous avez les notions,
on va dire, l'économie de marché, et vous avez donc tout ce qui peut rentrer dans le champ de l'économie et des échanges, et vous avez les ressources réciprocitaires qui sont des ressources non marchandes, donc typiquement le bénévolat, l'engagement de proximité, dont aujourd'hui on a beaucoup de mal à mesurer en fait ce qu'ils représentent, ou alors quand on veut le mesurer, on le mesure à l'aune d'indicateurs économiques, puisqu'aujourd'hui, notamment au niveau européen, comme on est sur une construction économique, c'est très difficile de sortir de ça et d'inventer en fait de nouveaux indicateurs qui mettraient vraiment en valeur en fait la richesse, et pas uniquement la richesse en termes de PIB, mais la richesse humaine de ce qu'apporte l'économie sociale et solidaire. Alors, l'histoire de l'économie sociale et solidaire, elle est très longue et elle est assez riche. Mon étude va, moi, porte davantage sur le tiers secteur, c'est-à-dire plutôt des organisations proches de la famille associative et moins les mutuelles, les coopératives ou les fondations. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous renvoie à un ouvrage qu'on mettra en lien de Timothée Duverger, qui s'appelle « L'économie sociale et solidaire, une histoire de la société civile en France et en Europe de 1968 à nos jours », et qui est très bien fait, qui va vraiment expliquer le détail en fait, de comment ça s'est structuré en France et en Europe. Alors, sur les grandes étapes, donc, comme je vous disais, elle est très longue, c'est-à-dire que c'est possible de faire remonter la proto-associativité depuis des corporations ou les fonds de secours collectifs, autant des pharaons ou des hétéries de la Grèce antique, jusque ce qu'on a appelé les guildes, les confréries ou les associations compagnoniques médiévales qui ont foisonné un peu partout en Europe à partir du IXe siècle. L'économie sociale, ensuite, elle s'est beaucoup enracinée dans ce qu'on appelle l'associationnisme ouvrier, et elle renvoie en fait à des initiatives collectives qui sont plutôt basées sur l'entraide mutuelle. Et en fait, c'est de là vraiment que vient le principe « une personne, une voix », qui va beaucoup caractériser la gouvernance des organisations et qui va refléter en fait ces dynamiques d'organisation collective, horizontale, et où chaque voix compte. Ce qu'on voit beaucoup dans les mutuelles, dans les coopératives, et qu'on essaye de développer de plus en plus aussi dans les associations. Mais on a vraiment ce côté associationnisme ouvrier qui a créé beaucoup le mouvement des coopératives et des sociétés de secours mutuels. Et puis le secteur du non-profit, qui lui est plutôt basé sur le principe de charité, donc qui s'est beaucoup développé dans les pays anglo-saxons. Et on va le voir après dans les différents modèles, et où là, la contrainte de non-redistribution des excédents aux membres garantit une dimension d'intérêt général de l'organisation. Et là, les bénéficiaires ne sont pas les membres de l'organisation, comme les coopératives où ce sont les salariés qui sont à la fois dans la gouvernance et qui sont aussi bénéficiaires du bon fonctionnement de l'organisation, mais c'est bien les personnes aidées. Donc, on est vraiment plus dans un concept dans le non-profit et dans ce qui a créé le secteur associatif ou une partie du secteur associatif en France, ou le secteur des charities anglaises, où on est dans le principe du concept de charité, où on a des personnes avec une meilleure situation qui vont aider les plus pauvres, les plus démunis. Après, l'histoire du tiers-secteur, comme elle est loin d'être binaire, les mouvements ouvriers, ils ont aussi façonné le tiers-secteur à côté de cette tradition philanthropique qui est plutôt issue des milieux anglicans. Et les coopératives de consommation, les sociétés de logement ou encore les associations de prévoyance, elles ont permis, en dehors de la charité de l'Église, de développer des organisations collectives privées pour répondre aux besoins sociaux. Voilà. Alors, ce qui m'a intéressé dans l'étude que j'ai menée, c'est que le courant idéologique de l'associationnisme ouvrier et du catholicisme social, donc ces deux courants qu'on vient de voir, ils se sont développés beaucoup en Europe à la fin du 19e et au début du 20e, parallèlement à la montée croissante de la pauvreté qui a été créée par l'économie industrielle et en réponse à la critique du capitalisme. Et comme au Royaume-Uni d'ailleurs, c'est d'abord dans les milieux ouvriers, des grandes villes et des concentrations manufacturières du capitalisme industriel naissant, en fait, que vont se créer les sociétés d'entraide mutuelle, les coopératives de travailleurs et les associations ouvrières. L'économie sociale, elle est alors présentée en fait à l'intersection idéologique un peu complexe entre socialisme associationniste, christianisme social, libéralisme et solidarisme. Donc très en lien aussi avec les mouvements sociaux et politiques.
Voilà, donc ça c'est pour vous dire que étudier l'économie sociale, son histoire ou sa composition, c'est vraiment avoir une dimension à la fois sur l'évolution économique, sociale, au niveau de l'Église, au niveau du rôle de l'État. C'est vraiment une imbrication en fait de toutes les composantes de la société qui va participer en fait à la création et à la réalité aujourd'hui de ce qu'est l'économie sociale. Et puis, au niveau des institutions européennes, pour faire un peu vite, en fait, vous avez une première phase qui a commencé dans les années 80, lors de la commission Jacques Delors, qui cherchait une définition des statuts européens pour les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations. Il y avait un comité de liaison qui avait été créé là-dessus. Et pour des questions juridiques, puisque les statuts des organisations étaient très différents d'un pays à l'autre, et puis aussi pour des questions politiques et culturelles, ces statuts n'ont jamais abouti. Je vous renvoie d'ailleurs sur le sujet, puisqu'il y a une question qui a été posée là-dessus, sur le statut européen d'association. Je mettrai le lien, c'est un article de Jérémy Kendall et Laurent Fraisse, qui est disponible en accès sur Internet, qui va détailler en fait l'histoire du statut européen d'association qui n'a jamais abouti. Et puis, plus récemment, en 2011, la Commission européenne publie l'initiative pour l'entrepreneuriat social. Elle y définit globalement l'entreprise sociale comme une entreprise dont le principal objectif, c'est d'avoir une incidence sociale plutôt que de générer du profit pour ses propriétaires ou ses partenaires, d'utiliser ses excédents principalement à des fins sociales et qui est soumise à une gestion responsable et transparente. Donc, on voit ici qu'il y a un changement de posture politique et une volonté d'englober tous les acteurs de l'économie sociale sous la bannière des entreprises sociales et de ce qu'on appelle le social business. Donc, il y a un vrai changement entre ces familles historiques de l'ESS et la perception vraiment entreprise sociale et social business. En parallèle, en Europe, il y a plusieurs pays qui adoptent une loi nationale sur l'ESS, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal et la Suède. Et puis, les choses s'accélèrent en 2015 avec la déclaration de Luxembourg et en 2017 avec la déclaration de Madrid, où il y a une dizaine de pays européens qui signent en fait ces déclarations politiques communes pour s'engager à une feuille de route pour maintenir les conditions en fait et permettre le développement de l'économie sociale. On voit donc qu'il y a une volonté commune de plusieurs États européens de travailler ensemble avec les institutions européennes sur le sujet. Je vous renvoie à plusieurs travaux, notamment de Social Economy Europe, qui sont des réseaux qui travaillent sur le sujet. Et simplement, actuellement, on a un nouveau commissaire européen, Nicolas Schmit, qui est commissaire européen de la nouvelle Commission européenne sur les questions sociales et d'emploi, et qui connaît très bien le secteur puisque c'est l'ancien ministre de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire du Luxembourg. Donc, je pense là qu'il va y avoir une nouvelle dynamique sur ces questions-là. Voilà. Désolée, j'ai été un peu longue. Merci, mais l'histoire de l'économie sociale et solidaire est longue elle aussi. Je vais te poser une autre question. On voit bien qu'il y a il y a beaucoup de choses, de la complexité et de la diversité dans l'ESS, ces deux courants autour de la solidarité et de la charité. Ce qu'a amené Alain tout à l'heure, des structures qui font de l'activité, pas forcément que de l'économie, une volonté de critiquer le capitalisme. Donc, quel impact ça a sur les différents modèles économiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire et du coup du tiers secteur en Europe? Eh bien, justement, ces impacts, finalement, on les voit justement dans les conséquences, on va dire, aujourd'hui. C'est-à-dire que, la question, c'est comment les institutions appréhendent ces modèles. C'est ça, Florian ? Oui, tout à fait. C'est ça. Quels sont les principaux modèles et quels sont les principaux modèles socio-économiques qu'on peut retrouver en Europe? D'accord. Alors, déjà, sur les principaux modèles, en fait, dans l'étude, je développe, alors là, on est plutôt sur les modèles du tiers secteur, encore une fois, mais on voit bien que tout ça est un peu imbriqué. Et finalement, moi, là, j'ai choisi de vous parler, alors je développe plein de chercheurs qui se sont essayés à, on va dire, catégoriser plusieurs formes d'économie sociale et solidaire en Europe. Là, j'ai choisi de vous parler de ceux que je trouve les plus parlants, entre guillemets, et puis les plus contemporains.
C'est une chercheuse qui a beaucoup travaillé sur les questions notamment du monde associatif. C'est Edith Archambault, qui est une universitaire qui a des liens avec plusieurs organisations universitaires au niveau européen et international via le Johns Hopkins Institute, et qui a entrepris en fait de catégoriser entre 92 et 2001 les modèles socio-économiques du tiers secteur. Alors quand je dis les modèles socio-économiques, c'est-à-dire leur modèle économique, donc leurs ressources, les différentes formes d'engagement salariés bénévoles, et puis leur place, c'est-à-dire leur rôle politique, leur rôle économique et leur rôle social. Donc c'est quelque chose de très large. Et en fait, elle a proposé, on va dire, des variantes, enfin c'est ce qu'elle appelle des variantes, en utilisant des critères autour des liens de ces organisations avec l'État et l'État-providence, c'est-à-dire l'État qui va produire un certain nombre de services qui seraient en lien avec ces organisations, la place du bénévolat et du salariat, et qui les a mis en regard en fait avec des critères géographiques. Donc, pour vous donner un résumé, elle parle de 5 variantes. On a une première variante qui est la variante rhénane ou corporatiste. Elle va concerner l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse et la Belgique. En fait, dans cette variante, les organisations du tiers secteur sont très professionnalisées, assez puissantes, fédérées et anciennes. Elles se sont beaucoup basées sur l'Église et les syndicats. Et elles ont vraiment une place de contre-pouvoir et de tiers secteur très institutionnalisée dans ces pays. Il y a cependant des changements assez profonds qui s'opèrent depuis une dizaine d'années, et sous l'impulsion de l'Église, de l'affaiblissement de l'État-providence et du développement du modèle libéral, elles se transforment et les fondations se multiplient de plus en plus et jouent un rôle croissant d'intermédiation financière en fait entre ces organisations et l'État dans les pays rhénans. De l'autre côté, entre guillemets, du prisme, vous avez la variante anglo-saxonne ou libérale, et c'est celle plutôt du Royaume-Uni et de l'Irlande. Donc, on va revenir au concept du non-profit et des charities. Elle va reposer, elle, sur le modèle puritain anglican, c'est-à-dire que les financements se font avec des sources multiples. Elle bénéficie d'un financement public contractuel, parfois en concurrence avec d'autres organisations sans but lucratif ou avec des entreprises classiques. Et elle repose énormément sur cette idée que sur ces modèles, sur ce segment d'activité où elles peuvent être en concurrence, elles ont un modèle économique, et sur vraiment les populations les plus précaires, c'est vraiment le bénévolat qui va intervenir, et l'État n'intervient pas pour les publics les plus éloignés. Il y a vraiment un fonctionnement un peu double, même si c'est plus compliqué que ça, bien sûr. Alors après de nombreuses années de mise en concurrence par les pouvoirs publics, ce tiers secteur, dans le modèle anglo-saxon, se rapproche en fait de plus en plus des fonctionnements du secteur marchand. Et puis vous avez la variante scandinave nordique ou sociodémocrate, dans lequel il y a la Suède, la Norvège, la Finlande, le Danemark. Et là, il y a des origines plus récentes que dans les variantes corporatistes et libérales. Les organisations sont plus souples, en opposition aux grandes organisations rigides et très structurées du modèle corporatiste, et elles sont fédérées en fait par champ d'intervention et pas moins d'un point de vue idéologique ou politique. L'État-providence, qui est assez fort et très organisé, il est responsable de la réponse en fait aux besoins des populations, et donc c'est lui qui fournit les services éducatifs, sanitaires et sociaux. Et les rares organisations sans but lucratif qui interviennent dans ces domaines vont combler les lacunes de l'État, mais plutôt en complémentarité qu'en subsidiarité, vraiment à la marge. Voilà. Et ces associations, dans ce modèle-là, elles font plus office de groupe de pression et de défense d'intérêts de leurs membres, avec une participation bénévole assez élevée. Vous avez la variante méditerranéenne, où là, c'est plutôt l'Italie, l'Espagne et le Portugal. La Grèce en faisait partie jusqu'en 2017, mais compte tenu des difficultés exceptionnelles qu'elle a rencontrées, aujourd'hui, elle ne fait plus partie de ce modèle. En tout cas, c'est moins pertinent d'en parler dans ce modèle. Le secteur associatif y est encore moins développé que dans les variantes précédentes, en raison d'une histoire plutôt marquée par les conflits entre l'Église catholique ou orthodoxe très puissante et l'État, et les nombreuses dictatures en fait, qui ont engendré des restrictions importantes à leur existence, voire des interdictions.
Néanmoins, le tiers secteur ici est développé par la combinaison de deux facteurs importants, des organisations charitables liées à l'Église qui ont été progressivement sécularisées en opposition au mouvement de solidarité mutualiste et de charité, et d'un autre côté, des organisations professionnelles, syndicales et corporatives qui sont liées au mouvement ouvrier et qui, elles, se sont fortement structurées. Voilà, et vous avez, comme je vous le disais, comme en Italie, un réseau coopératif très puissant qui s'est développé. Les coopératives sociales, c'est des sortes d'hybrides entre coopératives et associations qui ont été créées dans les années 90 en Italie pour lutter contre le chômage de masse et qui ont rapidement essaimé dans toute l'Europe du Sud puis ailleurs. Voilà, avec un bénévolat peu important et plutôt des modèles de solidarité, de relations plus informelles de proximité autour du village ou communautaire, autour de la paroisse. Et puis, vous avez enfin la variante orientale qui a été rajoutée en 2017 et qui comprend donc la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Roumanie. Et ça, c'est plutôt, il a en commun en fait avec la variante social-démocrate un État central fort et un tiers secteur faible car peu développé. Mais finalement, elles sont très peu développées, notamment parce qu'elles sont issues de pays post-communistes. Et en fait, sous le régime communiste, seules les associations sportives, récréatives et culturelles étaient autorisées. Et c'est aujourd'hui celles qui sont les plus représentées. Et en fait, on est vraiment passé rapidement d'un modèle communiste et après, dans le post-communisme, à un modèle capitaliste. Et donc aujourd'hui, ces organisations, elles sont de plus en plus passées vers des modèles d'entreprises classiques ou d'entreprises sociales. Et en fait, donc, les financements publics sont assez bas et elles se basent plutôt sur des recettes commerciales. Mais néanmoins, le secteur qu'on tend à pousser vers le modèle de l'entreprise sociale. Et en fait, ça s'explique par plusieurs choses. En fait, les notions d'entreprise et d'entrepreneuriat social ont participé à la valorisation du modèle d'entreprise marchande comme modèle de référence pour l'ensemble du tiers secteur. Et ça s'explique aussi parce que dans la Commission européenne, il y avait une influence assez importante anglaise qui avait cette vision de soit les entreprises sont totalement hors du marché, elles ont des bénévoles, elles s'occupent de la charité, donc ce sont des charities, mais elles ne sont pas dans l'économie dite classique, soit si elles sont dans l'économie, elles doivent être pleinement dans le marché. Et donc cet entre-deux dans lequel beaucoup d'organisations de l'économie sociale et solidaire en France et dans d'autres pays n'était pas reconnu. Et en fait, ça a beaucoup joué, puisque à travers le développement de l'idéologie économique néolibérale qui a irrigué ces institutions, les organisations du tiers secteur, elles ont été une importance au type d'opérateur, qu'il soit privé commercial, privé à profit social, public, peu importe, ce qu'on va regarder, c'est les activités que fournit l'organisation. Voilà, c'est vraiment les caractéristiques de l'opération considérée, c'est comme ça qu'elles sont mises dans les traités et en fait elles sont perçues comme un modèle d'organisation entrepreneuriale prestataire de services au sens fonctionnel, qu'ils soient sociaux ou non, et ce modèle-là, ça s'est imposé dans la législation de l'Union. En d'autres termes, le statut juridique des opérateurs est sans incidence, la notion d'entreprise s'applique à toute entité juridique qui exerce une activité et sur un marché concurrentiel donné, indépendamment de son statut, de sa finalité lucrative ou non lucrative, comme le soulignent d'ailleurs plusieurs arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Et en fait, c'est vraiment ce concept-là et le fait qu'on ne reconnaisse pas le concept de non-lucrativité et ensuite différents textes comme la directive service qui a mis dans le champ de la concurrence beaucoup d'organisations de l'économie sociale qui ne l'étaient pas jusqu'à présent.
Vous avez aussi une réglementation qu'on a appelée les paquets Monti Cruz et Almunia sur la question des aides d'État, et aussi les directives sur les marchés publics et les concessions, qui sont en fait un certain nombre de législations qui impactent aujourd'hui très concrètement sur le terrain toutes les organisations de l'économie sociale, qui viennent de cette conception-là que peu importe le statut, c'est vraiment l'activité. À partir du moment où vous fournissez un service social, si vous avez une organisation privée commerciale qui le fournit aussi, vous allez être mis en concurrence, je caricature, à part égale. Alors bien sûr, il y a un certain nombre de garde-fous qui ont été mis en place dans les États membres, mais ça revient aux États membres de protéger, entre guillemets, des effets du marché ces organisations de l'économie sociale et solidaire. Ça n'est pas à l'Union européenne de le faire, selon la Commission européenne et les différentes législations. Donc après, c'est la manière dont les États ont souhaité organiser en interne les conséquences de ces réglementations sur leur secteur, qui a ou non un peu fait évoluer le prisme entre marché, pas marché. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe a une vision néolibérale de l'économie et de l'entreprise et qu'elle impacte cette vision sur les politiques qui sont menées envers les entreprises du tiers secteur? Oui. Je vais laisser Alain répondre, allez-y. Oui, cette question, excuse-moi, elle est pour Morgane et pour Alain. Donc, Alain, si tu veux répondre. Non, mais c'est clair que là, on est au cœur du problème. Hein, de toute façon, par rapport à la manière dont les choses se passent. On est dans un contexte européen qui est un contexte néolibéral assumé, et comme vient de le dire Morgane, avec de toute façon cette idée que toute entreprise doit être traitée sur un pied d'égalité, entre guillemets, quel que soit son statut. Et c'est vrai que c'est une vision que beaucoup d'entreprises de l'économie sociale en France, et la très grosse majorité des associations, remet évidemment en question, revendiquant de se situer dans un contexte plus général dans lequel l'objet, le projet, l'impact sur la société est plus important que l'action économique qui est menée, et donc devrait être premier par rapport à l'ensemble. Mais du fait du contexte européen, c'est vrai qu'il y a des pressions constantes qui sont faites depuis très longtemps pour dire non, oui, d'accord, c'est très bien votre projet, mais en effet, comme disait Morgane, si une entreprise du marché vient sur votre champ, eh ben, vous devez être traité de la même manière. Il y a eu des exemples, mais récurrents, hein, par exemple dans la vie associative, des gens qui avaient, par exemple, monté des écoles de voile dans un périmètre précis pour apporter la possibilité à des jeunes ou des moins jeunes de faire du sport et de faire de la voile, et qui se sont retrouvés tout d'un coup dans une situation où les services fiscaux leur ont dit « Ah, mais attention, maintenant vous avez à côté de chez vous une structure commerciale qui a la même activité, donc vous allez être soumis aux mêmes règles qu'elle. » Alors que, en fait, au départ, ils avaient développé une activité qui était une activité d'utilité sociale et qu'il restait de fait, ils se retrouvaient mis en concurrence. Alors c'est vrai que les services fiscaux, à côté de cette idée de concurrence, qui reste quand même la première chose qu'ils vont regarder, a un certain nombre d'éléments qui sont analysés à côté avec ce qu'on appelle la règle des 4P pour évaluer la dimension sociale de l'activité des différentes structures. Mais pour autant, globalement, on ressent toujours cette pression sur l'ensemble de l'économie sociale pour la ramener à sa stricte dimension d'économie. L'exemple le plus flagrant de ce point de vue-là, ça a été en 2010, une circulaire dite Fillon qui a transcrit dans le droit français
un certain nombre de directives européennes et qui faisait une lecture vraiment à minima du rôle des associations et des différentes structures de l'économie sociale, les ramenant quasiment toutes en fait dans le champ de la rationalité économique et de la réglementation par rapport aux différents impôts notamment. Et puis surtout par rapport à l'intervention de l'État qui ne pouvait quasiment plus, dans le contexte tel qu'il était défini, travailler avec les associations, notamment avec des subventions. Alors, bon, cette situation a amené beaucoup de réactions, de discussions. Et puis, en 2014 est venu, et ça, c'est vrai que ça a été un grand pas en avant quand même par rapport à l'ensemble du secteur, la loi sur l'économie sociale et solidaire. Et cette loi a permis quand même d'abord de préciser les contours de l'économie sociale et puis aussi de préserver un certain nombre de possibilités d'intervention et de partenariat entre les partenaires publics et les structures de l'économie sociale, et en particulier les associations, en présentant notamment une définition de la subvention qui était plus claire et qu'on attendait depuis un moment. Donc c'est vrai qu'on est toujours dans un travail de défense en fait d'une certaine vision de ce qu'est l'économie sociale, de défense du fait que quand on parle d'économie sociale, on parle de quelque chose qui relève d'une dimension beaucoup plus importante que la seule activité économique, mais qu'on est bien sur une activité globale, et que le combat est un combat qui est pas facile à mener et qui est difficile en France. Alors après, pour l'Europe, je laisse Morgane continuer. C'est vrai que justement, par exemple, sur la question de la subvention, c'est vraiment la réglementation sur les aides d'État qui a influencé beaucoup. C'est-à-dire que pour l'Union européenne, si vous êtes sur un marché, une aide d'État, enfin une aide, là en l'occurrence une subvention pour une association, elle est considérée comme illégale de principe puisqu'elle fausse la concurrence entre les différentes entreprises. Donc sur un même marché, vous avez une entreprise qui est aidée, une autre qui ne l'est pas. Alors que quand on connaît justement le modèle associatif français, on comprend que sans les subventions, il y a beaucoup d'associations qui ne peuvent pas survivre ou qu'en concurrence sur un marché avec une entreprise qui a un modèle économique totalement différent, qui lui est lucratif, la concurrence est faussée de base puisque c'est lié à leur modèle. Alors, au niveau européen, c'est un peu... Enfin, c'est la même chose. Je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit puisque j'ai déjà été très longue là-dessus, même si l'étude en parle beaucoup plus longuement. Mais en gros, ce modèle, il n'a pas eu pour volonté de réduire l'activité du tiers secteur de la part des institutions européennes pour un peu nuancer, mais de réguler l'activité économique puisque, encore une fois, l'objectif de l'Union européenne, c'est réaliser les objectifs du marché intérieur. Donc là, c'était essayer de favoriser la diversité des modes d'organisation pour avoir plus de services de meilleure qualité sur le mode les entreprises et le marché régulant de manière vertueuse l'économie. Plus on aura de marché, plus on aura de services et plus on aura de qualité. On voit aujourd'hui les limites, bien sûr, de ce mode de raisonnement, mais en fait, les organisations du tiers secteur, comme elles sont bien plus anciennes que la construction européenne et que cette construction économique, et qu'elle s'est construite pendant très longtemps en dehors de ces considérations, elle a dû progressivement s'adapter à une nouvelle catégorisation, à être appréhendée différemment. Et donc, les conséquences très concrètes sur leur modèle socio-économique, par exemple, ça a été bien sûr une diminution des financements publics par subvention. Et puis, des pouvoirs publics qui n'avaient pas envie de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la réglementation européenne, donc qui préféraient passer par marché public plutôt que par subvention dans un certain nombre de cas, de plus en plus. Des recours de plus en plus justement au marché public et donc une mise en concurrence dans des secteurs où avant il y en avait beaucoup moins. Alors pour certains secteurs ou dans certaines situations, il y a pu avoir des conséquences
différentes, c'est-à-dire que ça a permis à des organisations qui n'étaient pas subventionnées jusqu'alors de pouvoir exister, mais dans d'autres cas, ça a un peu asséché les modèles et ça a permis uniquement aux modèles d'entreprise qui avaient un modèle économique plutôt lucratif ou qui de plus en plus allaient vers le marché de pouvoir exister et à invisibiliser en tout cas des organisations qui avaient un modèle non lucratif, non pas par envie, enfin c'était dans leur valeur hein, de se dire l'entièreté de ce qu'on va avoir sera redistribuée uniquement dans le projet. Et donc, il ne s'agit pas de faire du profit, il s'agit uniquement de pouvoir mettre à profit des ressources de l'État et en complément des ressources, pourquoi pas des fondations ou des particuliers, etc., mais essentiellement des ressources publiques pour pouvoir les redistribuer à ceux qui n'y auraient pas accès. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en est entre guillemets là aujourd'hui. Et la Commission européenne, même si elle reconnaît cette volonté de faire rentrer dans la forme marchande et d'entreprise les organisations, elle défend justement l'idée que le marché augmentera l'offre et la qualité, mais on voit bien que aujourd'hui, ça a plutôt tendance à pousser toutes les organisations de l'économie sociale à aller vers un modèle plutôt d'entreprise classique à vocation sociale, plutôt que de continuer à maintenir leur activité sur des modèles différents de coopératives, de mutuelles ou d'associations à but lucratif, à but non lucratif, pardon, ou à lucrativité très, très limitée. Voilà. Merci Morgane pour cette réponse. Ma prochaine question est plus particulièrement à Alain en tant qu'acteur. Comment changer la donne et arriver à faire bouger les lignes face à cette posture de la Commission européenne? Oui, enfin moi je veux bien répondre sur la question pour ce qui concerne le plan français, mais je pense que Morgane sera plus apte d'écrire ce qui est en place en termes de représentation de l'économie sociale au sein de l'Europe et des combats qui y sont menés du coup. Mais il est certain que par rapport à ce qui se passe chez nous, alors soulignons quand même que du point de vue de français, le fait que puissent cohabiter dans une même représentation globale, se retrouvant à peu près sur les mêmes valeurs de base, même si c'est quand même très, très grossier comme périmètre, mais que le fait que puissent se retrouver des grosses banques mutualistes ou coopératives, tout le secteur mutualiste, le secteur des associations et maintenant celui d'un certain nombre d'entreprises sociales, et qui puissent avancer sous la même bannière de SS France et puis des chambres régionales de l'économie sociale, c'est plutôt bien. On va pas... C'est plutôt très bien et c'est vrai que ces regroupements ne peuvent qu'être à encourager et c'est vrai que, y compris au plan local, on le voit bien quand on arrive à se regrouper entre acteurs sur les territoires pour engager un dialogue avec les différents responsables des collectivités publiques, on est tout de suite plus efficace. Donc ce mouvement-là, il faut le continuer. Pour autant, ça rejoint des questions politiques globales sur les orientations qui sont données au niveau européen ou qui sont choisies, votées ou pas choisies, enfin, ou imposées, parce que quand même, je ne crois pas tout à fait que la Constitution européenne, enfin les traités européens tels qu'ils ont été adoptés, aient été de manière tout à fait démocratique. Enfin, on pourrait y revenir, mais ça, c'est autre chose. Bref, là, on a un travail à faire et qui est un travail à faire avec d'autres catégories d'acteurs, syndicats, qui sont reconnus ou qui sont développés au niveau européen, mais je laisse Morgane en parler.
Merci Alain. Alors, en fait, il y a deux types de réseaux. Là, je vais faire très vite, comme ça on aura un petit peu de temps quand même pour les questions. Il y a deux types de réseaux dont je parle dans l'étude. Alors, j'essaye de les détailler. Aujourd'hui, on va dire que les organisations, schématiquement, elles sont quand même beaucoup plus organisées. Comme les statuts, on a bien vu que d'un pays à l'autre, c'était différent. Elles sont plutôt organisées autour de grands secteurs. C'est le secteur du sport, le secteur du handicap, le secteur de l'éducation populaire, etc. Donc, en fait, elles sont plutôt organisées en secteurs, mais au niveau de l'économie sociale, vous avez des réseaux assez institués. Donc, vous avez un intergroupe au Parlement européen, économie sociale et solidaire, et vous avez un réseau qui s'appelle Social Economy Europe, qui aujourd'hui, au niveau européen, accueille plusieurs organisations de l'économie sociale et solidaire, en tout cas les réseaux en fait, nationaux, pour essayer de structurer une parole politique au niveau européen. Et là-dessus, en fait, à Bruxelles, ce qui coince entre guillemets un peu, c'est que vous avez d'un côté des réseaux très institués, c'est-à-dire que la Commission européenne, pour pouvoir lui parler, pour participer au débat, eh bien, il faut structurer un réseau, il faut avoir une représentation à Bruxelles, il faut quelque chose de structuré et être suffisamment organisé et puis structuré comme eux l'entendent aussi, et puis souvent d'ailleurs financé par eux, puisqu'il y a beaucoup de réseaux européens qui sont eux-mêmes financés par les institutions européennes pour fonctionner et pour avoir une écoute de Bruxelles. Et d'un autre côté, vous avez tous les réseaux informels aujourd'hui qui sont très invisibles parce qu'en fait, ils fonctionnent beaucoup sur des réseaux sociaux ou sur une myriade d'initiatives locales qui sont connectées un peu en réseau au micro-local. Et là-dessus, ça va plutôt être, vous avez le réseau européen ou international des coopératives, des mutuelles, des associations. Et là-dessus, c'est beaucoup plus... ça représente la diversité, c'est-à-dire que vous avez autant d'organisations que de structures. Hein, et là-dessus, je pense que c'est deux. S'il y avait différents réseaux sur lesquels il fallait exister ou développer l'économie sociale, pour moi, c'est à la fois dans les réseaux institués et aussi dans tous ces réseaux informels, parce que il y a que avec ces deux bouts-là qu'on pourra donner vraiment une voix à ces organisations et montrer toute leur richesse, en fait. Merci Morgane, merci à Alain pour ces précisions et cette présentation de l'économie sociale et solidaire et l'Europe. On sent qu'il y a beaucoup plus à dire, mais on est un peu contraint par le temps. Du coup, je vais donner la parole à mon collègue Karl pour qu'il puisse enchaîner sur la deuxième partie de notre webinaire, qui est les questions du public. À toi la parole, Karl. Oui, merci. Alors, j'ai changé d'ambiance. Moi, je suis descendu d'un étage. Je vais donner la parole. Il y a Didier Delany, donc le président de la Maison de l'Europe, qui souhaitait intervenir. Alors, à l'issue je suis désolé, on n'a pas réussi à caler, mais c'était suite à l'intervention d'Alain, je pense, sur le… Oui, c'est par rapport à l'Europe, forcément, ça me fait réagir. On ne peut pas nier la dimension ultralibérale, capitalistique de l'Union européenne, c'est très clair. Mais c'est aussi la conséquence des votes de la population. Hein. On a moins de 50%, ou à peu près 50% de la population qui vote. En France, et en moyenne dans l'Europe, ce qui finalement se traduit par une majorité telle qu'elle est et telle qu'elle a été élue. Je pense qu'on a une particularité, notamment en France, au niveau de l'économie sociale et solidaire, c'est que nous contribuons à travers de nombreuses associations à ce qu'on appelle l'éducation populaire. À travers cela, il me semble qu'il serait utile sans doute de développer des interventions notamment en partenariat avec des structures comme la Maison de l'Europe du Limousin ou celle du Lot-et-Garonne ou d'autres, afin de pouvoir faire toucher du doigt aux concitoyens, entre guillemets, tout l'intérêt qu'il y a à s'intégrer et à voter pour justement changer cette Europe et en faire quelque chose de plus social, quelque chose qui tiendrait mieux compte des valeurs que nous portons au sein de l'ESS notamment. Ça me paraît majeur. Ce qu'évoquait tout à l'heure la jeune dame qui nous présentait l'ESS au niveau de l'Europe démontre qu'il serait peut-être utile d'avoir
ce que l'on appelle un lobby. Elle a parlé de réseau, mais quelque part, c'est la notion de lobby. Presque toutes les structures aujourd'hui sont représentées à travers des lobbies qui interviennent auprès des députés pour faire bouger les lignes. C'est peut-être cela qui manque, mais il faudrait arriver à fédérer au niveau européen pour cela. Voilà, c'était une remarque pour dire que les choses peuvent changer si on se donne les moyens de faire évoluer. L'Europe est utile. Il ne faut pas oublier que c'est le Conseil de l'Europe qui fait la pluie et le beau temps. Le Conseil européen, et ce sont en fait les chefs de l'État. L'Europe à bon dos, ce sont souvent les chefs de l'État qui font la pluie et le mauvais temps. Voilà. Merci. Je ne sais pas si Morgane ou Alain, parce que du coup, je pense que la question peut s'adresser aux deux. Morgane et Alain veulent répondre. Peut-être juste, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs choses. L'Union européenne, aujourd'hui, les institutions européennes, c'est quand même le triangle institutionnel. Donc, c'est la Commission, c'est le Parlement et c'est la Cour de justice. Aujourd'hui, je pense que la réalité démocratique de ce qui peut être développé au niveau du Parlement européen, elle fait suite à un déficit démocratique, mais c'est aujourd'hui aussi, selon moi, parce que l'Europe manque d'un projet politique. Et on voit bien que l'Europe sociale, pour y avoir travaillé et justement avoir démarré ce lobbying pendant plusieurs années, l'Europe sociale, c'est compliqué à créer aujourd'hui quand on a 50 ans de construction économique derrière qui ne s'est pas préoccupé des questions sociales jusqu'à présent. Donc, il n'est pas trop tard, mais il y a encore du chemin à rattraper. Et puis, je pense qu'il ne faut pas oublier que l'Union européenne, c'est aussi une construction via la Commission européenne qui est technocratique, qui est beaucoup basée sur des bureaux et donc des techniciens qui sont influencés quand même par différentes idéologies qui viennent des pays dont ils sont membres et puis par leurs différentes organisations, et qu'aujourd'hui, c'est clairement, en tout cas, le modèle d'entreprise qui prime. Et du coup, en effet, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut qu'on ait davantage de poids, mais avec qui s'allier, dans quel sens et quel message porter pour être cohérent. On n'a déjà pas forcément un message toujours très audible compte tenu de la diversité de l'ESS au niveau français. Donc, vous imaginez à 28 États membres, avec la moitié dans lequel l'économie sociale n'est pas du tout reconnue, l'autre moitié où ça ne recouvre pas les mêmes réalités. C'est vraiment la question de qu'est-ce qu'on a envie de défendre et sur quoi on est capable de se fédérer pour faire bouger les choses. Alain, je ne sais pas si tu veux compléter. Moi, ça serait plutôt sur un autre aspect. Ça reprendrait d'une part un peu ce que j'ai dit, c'est que l'économie sociale ne peut pas fonctionner en circuit fermé. Elle est condamnée à s'ouvrir à d'autres partenaires, à rechercher des alliances, à se faire connaître, à faire comprendre comment elle fonctionne, parce que ce n'est pas tout seul qu'on arrivera à faire bouger les choses, et notamment au niveau européen. Mais aussi souligner que justement, il y a quand même un certain nombre d'actions qui sont menées par l'économie sociale en termes de mobilisation, de sensibilisation. Je pense notamment à ce qui est mené, y compris dans l'éducation nationale. Alors, c'est vrai que là, on n'est pas sur l'éducation populaire, qui a son rôle à jouer aussi, et qui le joue quand même beaucoup, mais aussi dans l'éducation nationale et avec ce qui est mis en place par l'ESPER et je ne sais pas, alors ça c'est, si vous, en tant que technicien, vous pouvez, Florian par exemple, en dire deux mots, mais juste deux mots pour dire ce qui se passe de ce point de vue-là, et qui est quand même important parce que ça fait partie de la mobilisation et de la sensibilisation à l'économie sociale. Rapidement, sur la Nouvelle-Aquitaine, on a développé plusieurs types d'outils, des outils d'intervention à la journée, des outils d'intervention sur plusieurs semaines pour créer des projets de SS. On coordonne des actions d'acteurs divers, notamment d'éducation populaire, mais aussi des coopératives d'activité d'emploi, ce qui nous permet aujourd'hui de toucher 3300 jeunes sur la Nouvelle-Aquitaine, sur l'éducation à l'ESS. Donc du collège en allant jusqu'à l'université. Avec un travail sur les à la fois sur les outils, sur les pédagogies, sur les événements et sur la mise à disposition de ressources auprès des structures. Et même sur la citoyenneté, puisqu'il y a des partenariats qui existent déjà, et c'est bien. Voilà.
Voilà. Merci. Je ne peux pas faire plus rapide. Non, mais les gens ne se rendent pas compte de l'effort que tu as fait pour être concis. Bravo. Moi, j'apprécie. Il y avait une question d'Alain Bouchon, alors, qui je ne sais pas s'il est venu incognito, mais qui est membre d'ACEASCOP, qui est une coopérative d'activité d'emploi, qui posait une question sur le chat. Alors, je ne sais pas si, Monsieur Bouchon, vous avez… Voilà, ben voilà. Si vous voulez la poser de vive voix. Oui, pardon, je l'ai posé dans la conversation parce que je ne savais pas si on avait la possibilité d'intervenir en tant qu'auditeur. Oui, à partir du moment où on regarde les aides aux structures de l'économie sociale comme des éléments pouvant venir fausser la concurrence, on a un prisme d'analyse qui est un prisme néolibéral d'entrée. Est-ce qu'on ne devrait pas aujourd'hui changer de prisme pour regarder les choses et y donner une dimension plus sociale et plus solidaire d'entrée avant de s'interroger si on fausse une concurrence quelle qu'elle soit? C'est une question de fond. Pour le coup, oui. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'essaye de montrer dans l'étude qu'on a menée avec plusieurs chercheurs et économistes. C'est vraiment aujourd'hui reconnaître les ressources réciprocitaires d'un certain nombre d'organisations, donc leur capacité à fédérer des citoyens sur un territoire autour d'un projet sans qu'il y ait une dimension économique identifiée dès le départ, mais que ce soit juste une volonté de faire ensemble des choses. De manière relativement désintéressée, si ce n'est autour d'un projet. Le fait de reconnaître clairement le concept de non-lucrativité, puisqu'aujourd'hui, le modèle non lucratif, encore une fois, au niveau européen, n'existe pas. Vous n'avez pas de texte qui disent, voilà, on a une représentation à part entière des organisations non lucratives, et c'est un vrai combat qu'aujourd'hui, notamment en France, mènent les mutuelles et les associations. Pour dire au niveau européen, le fait de ne pas redistribuer les dividendes, c'est un modèle d'organisation qui aujourd'hui n'est pas reconnu et qui est livré un peu en pâture au marché, qui forcément ne peut pas tenir en fait si on le regarde uniquement d'après ce prisme-là. Et pour reprendre ce qu'il y a dans le chat, oui, après cette période compliquée, je pense que c'est vraiment le moment. Je pense que l'État français de plus en plus reconnaît et déjà en 2008, en fait, dans tous les commentaires de l'économie sociale, c'était l'économie qui a le mieux résisté à la crise parce que les emplois ne sont pas délocalisables, parce qu'il y a une partie de bénévolat, parce qu'il y a tellement de choses qui font que cette économie, elle a du sens et elle devrait plus se développer que… Je pense qu'il y a tout intérêt à lui donner une voix d'autant plus importante au niveau européen. Ouais. Alain, je ne sais pas si tu Merci. veux… Enfin, oui, alors il y a deux Alain, donc je ne sais pas quel… Je veux bien dire deux choses là-dessus, en ressoulignant que ce qui a permis la création de la loi sur l'économie sociale et solidaire, moi, me paraît être une bonne direction, dans la mesure où, justement, ça a été quand même d'une manière peu ou prou la reconnaissance aussi de l'action non lucrative, enfin, de la non-distribution de bénéfices dans un texte de loi. Ben oui, c'est un texte de loi français, ben, il faut le faire avancer aussi dans d'autres pays. C'est sûr que de ce point de vue-là, c'est intéressant. Et puis aussi, on a des nouveaux statuts comme celui de la société coopérative d'intérêt collectif, qui sont des statuts intéressants parce qu'ils font aussi, et ça c'est des nouveautés, parce qu'ils font aussi cohabiter différents types d'acteurs au sein des mêmes projets, y compris des bénévoles, c'est quand même à souligner, avec la notion de non-distribution des bénéfices et de réinvestissement de tous les excédents dans les projets. Donc il y a des choses qui avancent aussi de ce point de vue-là. Après, les faire passer au niveau européen, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais c'est déjà bien que des choses puissent se consolider dans le pays. Je
je ne me fais pas trop d'illusions non plus. Hein. On est quand même dans un contexte qui est quand même difficile et assez négatif. Mais bon, voyons quand même les choses qui avancent et comment continuer à les faire avancer. Ouais, peut-être juste sur compléter, parce que il y a juste une chose aussi, c'est que je pense que dans les modèles aujourd'hui, il y a des choses que font les organisations parce que c'est en accord avec leurs valeurs qui sont pas reconnues, mais même au niveau français et encore moins au niveau européen. Par exemple, le fait d'avoir une gouvernance démocratique aujourd'hui, ça n'a aucune incidence sur le modèle économique que vous allez avoir. Alors, vous pouvez le valoriser en disant on a un modèle démocratique, mais en fait, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important pour moi dans un pays ou dans une Union européenne qui promeut la démocratie et dans des organisations qui se veulent démocratiques aujourd'hui. Voilà, n'importe quelle organisation, elle aura pas un financement spécifique ou une aide ou quelque chose de différenciant du fait qu'elle ait un fonctionnement démocratique. Le fait qu'elle ne redistribue pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas de bénéfices, mais le fait qu'elle ne redistribue pas ses bénéfices et qu'elle les reverse intégralement dans le projet, donc c'est-à-dire qu'aucun individu ne se fait d'argent sur les bénéfices, c'est quand même quelque chose qui dit autre chose du modèle de société dont on veut. Et je trouve que voilà, c'est une richesse énorme et aujourd'hui, ce n'est pas assez reconnu. Et donc, si on pouvait avoir ça plus à la fois au niveau français, mais aussi au niveau européen, ce serait vraiment quelque chose d'essentiel en fait, et encore plus maintenant. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a une demande de prise de parole, mais il y a l'association WIPSI, je crois, ça fait comme ça. Je ne sais pas qui voulait réagir. C'est simplement pour approuver le message. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. Non, c'était juste une réaction par rapport à ce que j'entendais. Je trouve assez réaliste les propos qui sont tenus et de pouvoir le rappeler entre nous, c'est bien. Et que l'on puisse le communiquer autour de nous, dans notre entourage, c'est aussi essentiel. Et d'autant plus lorsque on travaille avec des jeunes et ce sont des messages à réellement pouvoir transmettre parce que voilà, ce sont les futurs constructeurs de notre société, qu'elles soient françaises ou européennes. Donc voilà, non, c'était juste une réaction très positive à ce que je viens d'entendre. Voilà. Merci. On a peut-être le temps là, pour une dernière question, s'il y a des personnes qui souhaitent intervenir. Non. Bon, juste une chose, je suis désolée, mais j'y pense parce que ça conclut aussi un peu l'étude, mais je pense que c'est aussi politiser ce débat-là parce que les organisations, elles ont un rôle politique sur les territoires, c'est-à-dire que ces organisations, elles mettent en lien des citoyens avec des organisations publiques, des organisations privées, elles font vivre des territoires, elles créent de l'emploi, elles créent du sens aussi pour plein de personnes. Et en fait, reconnaître leur rôle sociopolitique, ce serait justement un début, c'est-à-dire se dire, c'est pas juste des organisations qui produisent de l'économie ou qui produisent des emplois, en fait qui produisent, mais c'est des organisations qui fédèrent des citoyens autour d'un projet qui donne du sens à des choses et qui permettent d'inventer une société un peu différemment, une manière de faire de l'économie différemment. Et pour moi, c'est vraiment, s'il y avait un message, c'est ça, quoi. C'est reconnaître ce rôle socio-économique et essayer à travailler, une fois qu'on a dit ça, à comment on le reconnaît, quel indicateur on se donne, comment on se fédère autour de ça. Tout à fait d'accord. Merci Morgane. Du coup, Alain, un petit mot de la fin ou je conclue? Tu peux conclure, mais je ne peux qu'abonder par rapport à ce que vient de dire Morgane, en soulignant que quand même, oui, mais on n'est pas. Enfin, il faut que tout le monde retrousse ses manches, c'est-à-dire c'est à chacun de nous et c'est de convaincre autour de nous que c'est bien en faisant les choses ensemble qu'on fera avancer le schmilblick et qu'il peut avancer. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on se mette en responsabilité, en posture de responsabilité, les uns et les autres, et en posture aussi de négociation et de coopération et de solidarité. Mais oui, tout à fait. Merci. Voilà pour moi. Bon.
En tout cas, je voulais vous remercier Alain et Morgane, et puis la Maison de l'Europe en Limousin et la Lot-et-Garonne, parce que pour préparer ce temps, on a passé un peu de temps ensemble. Voilà, juste vous remercier pour la qualité des échanges, la qualité de l'intervention. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. C'est un peu frustrant parce qu'on aurait plein de choses à creuser et à évoquer ensemble, mais je pense que ce coup d'essai sera sans doute suivi d'autres. Donc, je vous remercie encore toutes et tous d'avoir pu assister à ce temps. Merci à vous aussi pour ceux qui sont encore là à l'heure du repas. Donc, je vais vous laisser aller manger et méditer ces interventions. Et puis, je vous dis tous à très bientôt et un bon été. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci encore. Merci à Au vous. revoir. Au revoir.